Il s'avère que le chef qui devait faire l'inauguration du restaurant n'est pas venu ce jour-là. Je l'ai remplacé au pied levé. Je suis rentré dans ma cuisine et depuis, j'en suis jamais ressorti. Et ce qui a fait de moi, depuis pratiquement 30 ans, j'ai appris le métier dans le tas. Et au fur et à mesure, depuis 30 ans, ça n'arrête pas d'évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un très bon commis de cuisine. Je suis né au Cameroun le 23 septembre 1959 à Tiang, à l'ouest du Cameroun. Mais pourtant, je suis d'une ethnie du centre du Cameroun. Donc c'est le premier endroit où mon papa travaillait. Je suis purement urbain, c'est-à-dire je suis ce qu'on peut dire un enfant de la ville. Et j'ai grandi au Cameroun jusqu'à pratiquement 24 ans. Je suis arrivé en France, j'ai envie de vous dire, à 24 ans. Donc on fait une petite soustraction entre 24 et puis l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est le temps que j'ai en France. Mais bon, je reste encore jeune dans ma tête. Je ne vais pas vous donner mon âge. Donc depuis pratiquement 30 ans aussi, j'ai ouvert ce premier restaurant, Rio dos Camaraos, en Montreuil, où j'ai commencé à faire la cuisine camerounaise. Et j'ai donné à ce restaurant le nom d'origine du Cameroun, le nom historique du Cameroun, c'est-à-dire Rio dos Camaraos. C'est de là que vient le nom du Cameroun. C'est sous les avatars de Camarange qu'on a eu le nom Cameroun. Donc voilà un peu la topographie dans laquelle je me trouve actuellement, c'est-à-dire un restaurant qui porte une origine camerounaise et une cuisine qui se veut un peu panafricaine. J'arrive à la cuisine par ricochet en fait. Donc moi je suis de formation théâtrale, effectivement. Quand je suis arrivé, je suis venu en France pour faire des études théâtrales. J'ai fait le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris. J'ai fait l'Institut d'études théâtrales à la Sorbonne. Et puis, à l'époque, c'était un peu compliqué de travailler en tant que comédien. Il y a de cela un peu plus de 30 ans, c'était très difficile pour les comédiens d'origine africaine, c'était compliqué. Et j'ai un peu bifurqué dans l'enseignement théâtral, donc j'ai travaillé dans des centres de loisirs, dans des maisons de quartier, avec toujours une spécialisation dans le théâtre. Bizarrement, chaque fois que je travaillais dans un centre de loisirs, je faisais toujours à manger, j'adorais faire à manger, parce que la cuisine a toujours été quelque chose qui me suivait. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, on avait un peu d'argent, mon épouse et moi, on s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir un restaurant? Et en ouvrant un restaurant, je n'étais pas le cuisinier en fait. Donc il fallait embaucher du personnel et faire travailler du monde. Et j'ai embauché, on a formé une équipe. Il s'avère que le chef qui devait faire l'inauguration du restaurant n'est pas venu ce jour-là. Je l'ai remplacé au pied levé. Je suis rentré dans ma cuisine et depuis, j'en suis jamais ressorti. Et ce qui a fait de moi, depuis pratiquement 30 ans, j'ai appris le métier dans le tas. Et au fur et à mesure, depuis 30 ans, ça n'arrête pas d'évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un très bon commis de cuisine. Ma cuisine est une cuisine gourmande, parce que la cuisine africaine, c'est-à-dire c'est une cuisine généreuse, c'est une cuisine mijotée, et c'est une cuisine, oui, sur le plan urbain, c'est une cuisine de grillade. Donc, c'est une définition aussi qui fonctionne en fonction et qui marche avec l'humeur. L'Afrique, déjà, dans un premier temps, elle a été divisée par ce que tout le monde connaît, la conférence de Berlin. Donc, c'est un gâteau qu'on a complètement divisé en je ne sais pas combien de parts, chacun avait sa part. Ce qui fait que, en divisant, on a divisé des gens qui étaient presque unis, des gens qui étaient répandus. Moi, j'ai envie de dire, la cuisine africaine
elle est d'abord géographique. Elle n'est pas une cuisine des nations, des différentes nations. Parce que un Béninois, un Togolais, un Nigérian, un Nigérien, donc vous voyez toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai limite déjà, c'est-à-dire je pars du Nigeria jusqu'au Ghana. Donc c'est à peu près une cuisine qui se ressemble dans des fondamentaux. Et maintenant, au niveau de l'Afrique centrale, c'est un bloc où on va retrouver presque les mêmes produits. Et ces produits, je n'arrive pas à comprendre comment on peut me dire, oui, il y a une cuisine camerounaise. La cuisine camerounaise, encore, si vous rentrez à l'intérieur de la cuisine camerounaise, vous allez avoir 230 ethnies. Et ces 230 ethnies, c'est 230 façons de cuisiner différentes. Alors là, est-ce que je peux parler d'une seule cuisine camerounaise? Oui, parce que tous les Camerounais vont se reconnaître derrière un ou deux plats. Disons deux plats, parce que les Camerounais vont d'abord vous parler du ndolé, et ils vont vous parler du poulet DG. Et le poulet DG, figurez-vous, c'est un plat des années 80. C'est un plat qui a surgi de partout et de nulle part, qui est devenu un plat national en moins de 30 ans. Vous vous rendez compte? Mais c'est en ça que la cuisine africaine est quelque chose de complètement intéressant, parce qu'elle n'arrête pas d'évoluer. Alors, la question est de savoir, cuisine panafricaine. La cuisine panafricaine, oui, c'est une cuisine où, effectivement, on peut retrouver un certain nombre de grands classiques qui sont un peu partout. Les grands classiques, pour moi, c'est quoi? Oui, les grands classiques vont d'abord venir du Sénégal, que tout le monde connaît, qui est le pays qui est touristique par excellence. C'est-à-dire, tout le monde connaît plus ou moins le Thieboudienne, tout le monde connaît plus ou moins le Yassa, tout le monde connaît plus ou moins le Mafé, mais l'appellation Mafé, elle n'est pas sénégalaise, elle nous vient du Mali. Donc là, on a affaire à des grands classiques qui essayent de s'imposer sur le plan de la diaspora. Maintenant, quand on revient sur le plan continental, oui, la cuisine africaine est en train de se mélanger avec l'avènement des nouveaux médias depuis les années 90. Parce que depuis que la télévision nous permet aujourd'hui de diffuser un maximum de recettes, moi quand je partais du Cameroun, on ne cuisinait pas le yassa. Les gens ne savaient même ne savaient pas manger des oignons. C'est-à-dire dans mon ethnie, un plat plein d'oignons, les gens allaient vous dire non, stop, moi je ne peux pas manger ça, parce que c'est la nourriture des autres. Aujourd'hui, sur le plan urbain, effectivement, dans toutes les grandes villes africaines, il y a un métissage de cuisine qui est en train de se faire. Donc, vous allez au Sénégal, vous allez dans un restaurant, on va vous préparer du ndolé. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver du thieboudienne. Vous allez au Nigeria, on va vous faire du thieboudienne. Donc, la cuisine qui vient de certains pays d'Afrique arrive à se retrouver un peu partout. Et la chance que j'ai, c'est que moi, en tant que cuisinier, j'ai eu cette curiosité de travailler longtemps en amont avec les femmes de la diaspora. C'est-à-dire, mon premier livre a été écrit parce que j'avais réuni pendant tout un week-end toutes les femmes sénégalaises pour que j'arrive à comprendre comment elles travaillaient. Parce que je ne connaissais pas très bien cette cuisine, donc on a passé un week-end à se faire plaisir, à cuisiner, et je notais et je filmais tout ce qu'elles étaient en train de faire, et c'est à partir de là que j'ai pu composer un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, j'arrive à faire la cuisine sénégalaise à ma façon, j'arrive à faire la cuisine ivoirienne. Dans la cuisine ivoirienne, qu'est-ce qu'on a? On a la tiéké, on a le kidjénou. J'adore le kidjénou. Qu'est-ce qu'on a? On a la sauce graine, et la sauce graine qu'on retrouve aussi au Congo. Vous voyez, donc il y a tous ces mélanges que je travaille depuis pratiquement, depuis 30 ans, effectivement. Et c'est en ça que je me permets de dire que je fais une cuisine panafricaine.
il y a un article que j'adore, un article de Xavier Terlet, qui date des années 2000. Xavier Terlet avait écrit dans le magazine, un magazine économique, en disant « Les nouvelles tendances de demain seront du mafé au sushi ». Nous sommes en 2000 quand il écrit cet article. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, c'est-à-dire 21 ans après. Oui, les restaurants africains, oui, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il y a des food trucks qui sont arrivés. Il y a eu un festival, Eat Africa, effectivement, des choses qui sont passées pratiquement en 20 ans. Ces choses, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont, comment j'ai envie de dire, oui, il y a une vague, oui, il y a une vague générationnelle, effectivement. Tous ces jeunes, beaucoup parlent de la cuisine, de plus en plus, parce qu'il y a plein de blogueurs, il y a plein vous allez sur Internet, sur YouTube, vous tapez cuisine africaine, vous allez avoir tout développé. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand on est dans Paris et qu'on a envie de dire, il n'y a même pas un quartier, oui, il n'y a pas un quartier africain, proprement dit, où effectivement on peut y aller les yeux fermés, comme on irait dans un Chinatown, avoir plein de restaurants chinois et manger. Non, ça n'existe pas. Et même le marché africain n'appartient réellement pas à l'Afrique. Parce que ceux qui portent le marché africain sont les Asiatiques qui nous commercialisent les produits africains, effectivement, même s'ils sont fournis par les Africains. Il y a un afro-descendant qui est chef étoilé, un afro-descendant qui est chef étoilé, mais maintenant, est-ce que c'est de la cuisine africaine? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la cuisine tendance africaine? Oui, peut-être. C'est une cuisine qui s'appuie un peu sur la cuisine africaine parce que c'est peut-être un afro-descendant. Est-ce que dans la pratique, c'est vraiment la cuisine africaine qu'on recherche? Non, moi j'ai envie de dire, la question n'est pas là. C'est à lui de dire à son public, de nous dire, ce jeune chef étoilé, c'est à lui de dire quelle cuisine il fait exactement. Ceux qui restent sur place, ceux qui sont restés sur le continent, ont une évolution qui est complètement différente de la diaspora. Parce que ceux qui sont sur place font évoluer la cuisine en fonction des tendances qui arrivent vers eux. Et ceux qui sont partis, c'est-à-dire nous, on a tendance à photographier la cuisine à partir du moment où nous avons quitté le continent. C'est-à-dire on peut avoir l'impression qu'on a figé, qu'on a arrêté les choses, c'est-à-dire on a une mémoire qui s'arrête, on conserve les choses parce que effectivement on a envie que ces choses restent telles quelles, tandis que ceux qui sont restés sur place sont dans une tendance où effectivement ils n'arrêtent pas de diluer les choses, ils n'arrêtent pas d'évoluer. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est que moi quand je partais du Cameroun, oui, effectivement, pour préparer le ndolé, il était inadmissible que quelqu'un d'autre qu'on ait acheté les feuilles de ndolé déjà lavées au marché. Or, aujourd'hui, vous arrivez au Cameroun, on vous vend des tas de feuilles de ndolé déjà lavées. Ma mère se retournerait dans sa tombe. Parce que le ndolé, il y a 30-40 ans, c'est une cuisson qui demandait pratiquement, j'ai envie de dire, une journée et demie. Parce qu'on allait acheter des feuilles, des branches, des feuilles qu'on cueillait, qu'on blanchissait. Et ça, rien que blanchir les feuilles, ça vous prenait déjà 4 heures. Ah oui, ça vous prenait 4 heures. 4 heures, si il faut que monsieur vienne manger à midi, je pense qu'on n'est jamais prêt. Donc vous voyez, et cette cuisine,
cette partie de la tâche a été déléguée, c'est-à-dire il y a des petites sociétés artisanales qui vous lavent maintenant le dollet, c'est-à-dire que vous trouvez des petits paquets de dollet et donc vous rentrez uniquement dans la deuxième phase qui est la cuisson, c'est-à-dire l'assemblage des feuilles de dollet avec des arachides. Donc, la cuisine sur le continent n'arrête pas d'évoluer. Et je l'ai dit aussi à un moment ou un autre, effectivement, plus l'avènement des médias, les recettes sont dans quelque chose de complètement transversal, c'est-à-dire qui passe d'un pays à l'autre et qui s'adapte à un contexte socio-culturel. Et j'ai envie de vous dire que sur le marché actuellement à Château-Rouge, j'ai des chikwans qui viennent du Cameroun. Le chikwan, on sait que c'est au Congo qu'on faisait le chikwan, mais figurez-vous que les meilleurs chikwans, quelquefois, ont été faits au Cameroun parce qu'il y a eu des Congolais qui sont allés s'installer au Cameroun et qui ont créé des petites sociétés pour fabriquer du chikwan. On a tendance à vouloir me cantonner au poulet DG, au poulet directeur général. Effectivement, parce que c'est un plat qui a une particularité, c'est un plat urbain, qui est dit urbain, voulait dire que le repère culinaire est un peu à la fantaisie du cuisinier. Alors le poulet DG, ce qui est une tendance des années 80 parce que les gens avaient envie de manger léger. Donc, le poulet DG, on braisait le poulet. Les bananes plantains, attention, les bananes plantains ne devaient pas être très mûres. Elles devaient être, c'était presque vertes, des bananes qui commencent à mûrir. Parce qu'effectivement, ces personnes n'avaient pas envie de manger des choses trop sucrées. Mais maintenant, à ça, ils voulaient rajouter des légumes du potager. Ce qui n'est pas courant en Afrique, manger des carottes, manger des haricots verts, vous entendez, manger des poivrons. Non. Alors, c'est cette nouvelle tendance qui arrivait sur le marché parce que les gens voulaient manger léger. Donc, on grillait un poulet et les bananes plantains, on les découpait en rondelles et on les grillait en même temps que le poulet. Et à côté, on sautait, on blanchissait les carottes, on les mélangeait avec des poivrons et on sautait. Donc, on redécoupe le poulet braisé, on va le découper en 4 ou en 8 comme on veut, on va faire une sorte de fricassé et alors maintenant on va vous le mélanger, tous ensemble. Vous imaginez le parfum, toute la marinade qu'il y a eu dans le poulet et tout ça va s'accommoder avec des bananes plantains et des légumes et vont encore ajouter un peu de marinade dans l'ensemble. Cette marinade dans laquelle il y a du Ndiansan, il y a du pébé, au goût de chacun. Parce que les marinades en Afrique, c'est comme le curry en Inde. C'est chacun qui sait faire sa marinade. Et la marinade de chaque personne est la meilleure. Quand j'ouvre le restaurant, je décide donc de mettre le poulet DG à la carte. Donc, j'essaye de le refaire tel que je l'avais vu. Ah, ça ne passait pas. Parce que les bananes vertes sont très sèches, qui ne correspondent pas aux habitudes culinaires, à la façon de manger, ici au niveau de la diaspora. Parce que c'est très sec. Et ça passe pas. Ça passe pas. Même pour les Africains, ça passe pas. Pour les Européens encore, ah non, c'est trop sec. Le plat est sec en fait. Alors, je tape à gauche, à droite, dans la turbine de la tête pour trouver une solution. Donc, j'utilise des bananes plantains mûres. J'utilise un maximum de marinade c'est-à-dire je fais une sorte de mini mijoté, mais direct. Et au fur et à mesure que je propose le plat, les retours sont positifs. Et plus les bananes sont mûres, c'est une sorte de sucré salé. Donc les gens ont commencé à apprécier le plat
au fur et à mesure que je le proposais d'année. C'est une anecdote qu'il faut absolument que je vous raconte, parce qu'elle est très intéressante. Alors, il y a eu le mondial ici en France, donc il y a eu beaucoup de Camerounais qui étaient venus voir ce mondial. Donc il y en a qui se ramènent au restaurant. Deux gars qui arrivent, et ils veulent manger, ils regardent la carte, ils retournent la carte long. Les prix ne sont pas ce qu'ils imaginaient. Ils voient poulet DG. Ah, ils disent, ouais, ils regardent le prix. Ah oui, effectivement, le poulet DG, il était pratiquement à 18 €. Les gars se disent, ah ben tiens, on va prendre un poulet DG. À deux, on va se le partager. C'est un poulet DG. Bon. Ils passent la commande. Ma femme Vicky qui vient, qui leur demande, oui, vous prenez un poulet DG? Oui, on va prendre un poulet DG, on va le partager. Donc, on commande le poulet DG, et je se dis, bon, ils vont partager le poulet DG. On sert le poulet DG. Le poulet DG arrive à table. Les gars disent, mais ce n'est pas un poulet DG. Mais on leur dit, mais qu'est-ce que vous attendez à quoi? Mais un poulet DG, c'est un poulet entier. C'est le Janson. Le Janson, c'est pour moi le must. Le Janson, c'est l'épice, c'est une épice. On peut l'appeler comme on veut. Pour moi, le Janson, c'est number one. Ah! Ah là 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 là! Qu'est-ce que j'adore ça! Ma Madeleine de Proust, oui, c'est le manioc. Ah, parce que le manioc, c'est quelque chose que c'est indéfinissable, le manioc. Parce que je vais vous expliquer, parce que ça remonte à mon enfance. Parce que j'ai découvert le manioc quand j'allais en vacances. Mes parents adoraient manger les bananes plantains. Effectivement, comme je le raconte, je le dis quand je parle du poulet DG, des bananes plantains vertes. Et nous, les bananes plantains vertes, effectivement, elles ne passaient pas. Donc, bon, une banane plantain, je la mangeais à peine quand j'étais môme. Je pars en vacances. Ma grand-mère, effectivement, ramène du manioc du champ. Le manioc, parce que pour ma grand-mère, le manioc, il est récolté, il est dans la marmite, il est cuisiné le jour même. Je vous assure, et c'est la première chose qui est prête à manger avant le repas du soir. La première fois que j'ai goûté le manioc, j'ai encore la saveur dans la bouche. Il y avait un sucre, un amidon, quelque chose qui était d'une douceur que je n'ai jamais retrouvé. Le manioc de mon enfance. Ah oui, ah oui. Ça, le manioc pour moi, c'est ma Madeleine de Proust. Makambo ezali makambo.